propulsion arrière, maniabilité raffinée, excellente ergonomie, beaucoup de conduite et de plaisir de conduite. Il semble que la BMW série 1 offre tout cela dans un ensemble compact, et, ce qui est important, pour un prix tout à fait raisonnable. Mais est-ce vraiment le cas et n'est-il pas trop coûteux de payer pour des émotions? Les propriétaires de ces voitures, ou plutôt leurs avis sur Internet, aideront à répondre à cette question. Déjà au début des années 2000, la direction de BMW a décidé que le public du segment de masse C devait être pris très au sérieux, et ce public l'est, prêt à rejoindre les valeurs caractéristiques des voitures bavaroises. L'entreprise avait déjà une expérience pertinente, les berlines et coupés BMW E36. Compact, produit de 1993 à 2004, pouvait facilement être pris comme base, il suffisait d'une carrosserie à ayons typique du segment. Et en 2002, le concept BMW CS1, créé sous la direction de Chris Bangle, a été présenté à Genève, et en 2004 à Paris, le public européen a vu pour la première fois le futur best-seller, la série BMW 1 série. Il est curieux que les journalistes russes aient attribué le surnom de Kopeyka au modèle en 2002, 2 ans avant le début de la production de masse. Initialement, des berlines 3 portes, E81 et 5 portes, E87 sont apparues sur le marché. En 2007, la famille s'est élargie pour inclure un coupé, E82, et en 2008, un cabriolet, E88. Initialement, les acheteurs se voyaient proposer 2 moteurs essence 4 cylindres en ligne, N45B16, 1,6 litres, 115 chevaux, et N45B20 2 litres en 2 options de puissance, 130 et 150 chevaux, ainsi qu'un turbodiesel de 2 litres, M47 TU second 20, délivrant 122 ou 163 chevaux. Les voitures équipées de ces moteurs étaient désignées 116i, 118i, 120i, 118i et 120d. En 2007, la puissance du moteur du 118.2 a été augmentée à 136 chevaux, celle du 120U à 170 chevaux. Un an plus tôt, en 2006, la gamme de moteurs a été complétée par des 6 cylindres, en ligne de 3 litres N52B30 d'une puissance de 265 chevaux. Les modèles 125i et 130i en étaient équipés. Et en 2008, le N54B30 d'une puissance de 306 chevaux fait son apparition sous le capot des versions phares. La gamme de moteurs diesel a également changé. La série 1 a commencé à être équipée d'un nouveau turbo-diesel, N47D 2.0 de 2 litres d'une puissance de 143, 177 et 204 chevaux. Ces moteurs étaient associés à une boîte manuelle à 6 vitesses et à une automatique ZF6HP19 à 6 vitesses. Mais en 2006, ils ont commencé à utiliser la boîte de vitesse 6HP21, plus fiable, et ont également ajouté une transmission automatique américaine GM6L45 6L50 d'assemblage français. De plus, vous pouvez savoir quelle boîte de vitesse se trouve sur une voiture particulière uniquement grâce au numéro VIN. La suspension de la voiture a été entièrement empruntée à la nouvelle voiture à 3 roues à l'époque dans la carrosserie E90. Jantes de force McPherson à l'avant, suspension arrière multibras. La suspension était proposée en 2 versions. Standard, le mot parle de lui-même, et Sport, avec des amortisseurs plus rigides et une garde au sol réduite. De plus, il existait 2 options de direction. Conventionnelle, 3 tours de volant de butée à butée, et avec crémaillère de direction active, 1,6 tours de butée à butée. Toutes les BMW série 1 ont été produites exclusivement dans les usines allemandes de Leipzig et de Ratisbonne. En 2014, il y a eu un changement de génération et des voitures uniques, dans la carrosserie F20/F21 sont nées, mais les voitures de première génération sont solidement implantées sur le marché secondaire, où elles peuvent être achetées au prix de 450 000 €. Rouble, pour une modeste berline 3 portes 116i 2008, avec un kilométrage de plus de 250 km, jusqu'à 2 400 000, c'est ce qu'il demande pour le coupé 135i du même 2008. Il existe de nombreuses options intermédiaires, y compris suffisamment de voitures portant la plaque signalétique 116i de 2010 à 2011, avec des kilométrages d'environ 100 000 km, et à un prix de 800 à 950 000 roubles. Laissons tranquilles les coupés et cabriolets puissants. Ils ont leur propre acheteur, d'autant plus que ces voitures ont toutes les chances de devenir des objets de collection. Mais dans quelle mesure l'achat d'une BMW série 1 ordinaire est-il rationnel? Ce jeu en vaut-il la chandelle? Voyons ce que leurs propriétaires écrivent sur les Copec. Des tests numéro 5. Difficulté à rechercher. Les voitures BMW en Russie peuvent être qualifiées de « à la mode » en toute sécurité. D'une part, cela signifie qu'il y en a beaucoup sur le marché secondaire. Mais chaque médaille a 2 faces. Et dans le cas de BMW, le revers de la médaille est la difficulté de trouver la voiture qui vous convient. Premièrement, de nombreux Copec bavarois ont été achetés dans des configurations plutôt médiocres. Et les acheteurs d'aujourd'hui veulent obtenir le maximum possible pour l'argent dépensé, c'est-à-dire trouver une voiture avec un intérieur en cuir, une climatisation, du xénon,
un volant multidirectionnel sport et une radio professionnelle, et de préférence dans un état technique décent. Et il y a trop peu de voitures de ce type. Après tout, toute BMW en Russie est considérée comme une voiture de garçon, et la BMW série 1 est également considérée comme une voiture pour les jeunes. Oui, ces voitures étaient moins souvent prises par des garçons du quartier pour les conduire, mais elles étaient quand même souvent conduites tête et épaule, sans accorder l'importance voulue à un service rapide et de haute qualité. En conséquence, nous obtenez l'image suivante. Trouver une voiture vivante est tout à fait possible, mais ce ne sera probablement pas exactement ce que vous souhaitez. Disons qu'une 116 lui avec un moteur de 155 chevaux et une transmission automatique, qu'une jeune femme conduisait, a de fortes chances d'être assez propre et bien entretenue. Mais une telle voiture ne vous surprendra certainement pas par sa dynamique, et l'intérieur sera soit en tissu, soit combiné tissu plus simili-cuir sans Satec. Et tout irait bien, mais dans une voiture de cet âge, le simili-cuir sera probablement fissuré. Mais les variantes avec des configurations riches étaient généralement équipées de moteurs plus puissants. Mais, hélas, très probablement ces voitures étaient exploitées très durement, et tombaient dans la catégorie des usées. Bien sûr, ils peuvent être ramenés à la raison, mais le coût des mesures de réanimation peut atteindre 150 000 à 300 000 et être tout simplement inacceptable. Mais dans tous les cas, les propriétaires expérimentés estiment qu'il est presque impossible de trouver de bonnes options avec la même carrosserie et le même moteur pour moins de 700 000 roubles en 2022, et qu'il est préférable de se rapprocher du niveau de prix supérieur. Il convient de considérer que si la voiture est équipée d'une transmission automatique GM et non d'une ZF, vous devez immédiatement préparer 50 à 60 000 $ pour acheter une transmission sous contrat et travailler. Si les propriétaires précédents aimaient conduire de côté, soyez prêts à dépenser 30 à 40 000 $ pour une cloison de la crémaillère de direction et tous les consommables, et 20 à 30 000 autres pour les blocs silencieux arrière flottants et la suspension elle-même dans les petits détails. Une 120D avec un moteur diesel peut être une bonne option pour un usage familial, mais elle présente ses propres difficultés. Lors de l'achat de telles voitures, un diagnostic avec passion s'impose, jusqu'à la dépose de la culasse. Étant donné qu'une fissure dans la chemise du bloc ou une éraflure peut être détectée à l'aide d'un endoscope, l'état de la chaîne de distribution peut être vérifié à l'aide d'un dispositif spécial en retirant le tendeur de chaîne, mais une fissure dans la cloison du bloc cylindre ne peut que être visible par inspection visuelle sur le bloc retiré. Si vous négligez tout cela, vous devez vous préparer à de mauvaises surprises. Néanmoins, en général, selon les propriétaires, l'investissement initial lors de l'achat de BMW RB modéré de la première série correspond pleinement à la règle des 1000, qui correspond aujourd'hui à des dépenses de 60 à 70 000 roubles, et si vous le souhaitez améliorer légèrement l'équipement, puis une fois et demie plus. Voici à quoi ressemble un rapport de coût assez typique après l'achat d'une BMW 116i 1.6 AT, 115 chevaux. Réparation de voiture pendant 1 an, environ 100 000 roubles, cette réparation, je pense, suffira pour 4 ans. Ce qui a été fait. Vidange d'huile, BMW original, installation Big Xenon, optique LED. Réparation de la climatisation, les radiateurs ont été démontés et lavés, des grilles ont été installées sur les grilles, de nouvelles bougies d'allumage BMW d'origine, de nouvelles bobines d'allumage, de nouvelles plaquettes BMW et des amortisseurs avant, des capteurs de stationnement professionnels et une nouvelle batterie ont été installés. Dans tous les cas, les voitures du segment premium ne peuvent pas être achetées avec le dernier argent et dans un état douteux. Vous devez comprendre que les coûts de restauration peuvent être importants et que tous les oncles Vassia ne peuvent pas fournir des diagnostics corrects et des réparations de haute qualité. Trouvez le bon professionnel qui aime BMW et tous les problèmes naturels liés à l'âge et au kilométrage seront corrigés avec élégance et à un coût raisonnable. Mais trouver un tel bon professionnel n'est pas non plus si facile. Amour numéro 5. Billet pour le monde de BMW. De nombreuses critiques véhiculent une idée simple. La BMW série 1 peut être une excellente option pour un conducteur novice. Naturellement, nous parlons de versions dotées de motorisation modeste, principalement du modèle 116e. Oui, une personne qui a déjà une certaine expérience dans la conduite de voitures plus puissantes peut froncer le nez, qualifier un sous BMW vieux et penser que 115 chevaux sont tristes et mélancoliques. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que le Humari soit une très bonne option pour essayer de comprendre qu'est-ce qui passionne exactement les fans de la marque. Qu'a-t-il de si spécial? Conception? Franchement, tout le monde n'aime pas le langage stylistique des voitures bavaroises, et il suscite son lot de critiques. J'aime de moins en moins le design de BMW à mesure que je connais le monde. Le but du design est de raconter un conte de fées, mais il s'avère qu'ils ont choisi des auditeurs avec de l'argent et qu'ils le planifient. Quant au design de la première série, il y a beaucoup d'enthousiasme. Le design de la voiture est fascinant. L'extérieur est à la fois glamour et prédateur, l'apparence est excellente, mais il y a aussi assez de scepticisme. L'apparence n'est pas un goût acquis, une casquette de prairie,
ressemble à un casque de la Wehrmacht, et la part du lion des critiques concerne les berlines E81 et E87, et l'enthousiasme, le coupé E82. Et seuls les propriétaires de quelques cabriolets, carrosserie E88, sont absolument unanimes. Le plus beau cabriolet du marché, tout simplement hors concurrence. Petit aristocrate, le plus beau des modèles BMW, jusqu'en 2011. Et de tous les cabriolets à ce jour. Mais l'essentiel dans l'unité n'est pas son apparence, mais les valeurs les plus élevées de BMW, la propulsion arrière et la maniabilité raffinée qu'elle offre. Même ceux qui croient qu'une voiture ne peut être qu'allemande comprennent. Si vous voulez du confort, vous pouvez prendre une Mercedes, si une voiture équilibrée à transmission intégrale est une Audi, mais si vous aimez la conduite sportive, alors votre choix est une BMW. Et pour qu'un conducteur novice s'habitue aux particularités de la conduite du châssis bavarois, il est tout à fait possible de s'entraîner sur des chats, c'est-à-dire sur la 116i pas la plus dynamique. Apprenez sur des machines de plus de 200 chevaux, et déjà assez dangereux, il ne pardonne pas les erreurs. Et, comme le note à juste titre le propriétaire du 130i de 265 chevaux, c'est très facile de se faire tuer dessus, surtout quand on est jeune. Déteste numéro 4. Pauvre, propre, exigu. Il faut l'admettre, de nombreux auteurs de la revue expriment leur déception face à l'intérieur de l'unité. Naturellement, cela s'applique principalement aux configurations relativement peu coûteuses. La configuration la plus courante avec une transmission automatique est celle à handicap dynamique. Et sans climatisation et avec bouton, vous êtes également une personne handicapée climatique. Une sorte de vagin sans climat et sans moteur. Horreur. N'achetez pas de telle voiture. Elle ne ferait que discréditer la marque BMW, et vous ne pourrez pas l'aimer. Un équipement de style étudiant médiocre, un moteur faible et un volant en plastique. Je n'ai jamais conduit de voiture aussi simple auparavant. Selon les auteurs des critiques, l'intérieur est trop simple, spartiate et laconique, principalement au niveau des matériaux utilisés. Les matériaux de finition sont durs. Le plastique est moyen partout. Le plastique sur le panneau pourrait, bien sûr, soyez plus doux. Tout est très simple, même de manière spartiate. Siège plat, balance plate. Un minimum de design pour le design. Du plastique Deichmann, une sorte de boîte à pain sur le panneau. L'intérieur est sans prétention et sans climat, c'est complètement misérable. Encore une fois, je n'aime pas la décoration intérieure. Cela s'applique au panneau avant. Il est dur et le plastique est de la même qualité que celui de la Priora. L'intérieur est très simple. Ce modèle a généralement des sièges en tissu qui absorbent beaucoup de poussière et de saleté. Une goutte d'eau peut laisser des taches désagréables. En général, tout est fait pour que le conducteur n'admire pas l'intérieur, mais se concentre sur la conduite. Même en réalisant qu'un ensemble budgétaire est budgétaire pour avoir un équipement minimal, les propriétaires n'aiment pas que tout cela ne corresponde pas d'une manière ou d'une autre au statut premium de la marque. Et qu'ils sont privés de bon nombre des commodités de la vie, qui font aujourd'hui partie de l'équipement de base de nombreux modèles du segment grand public. Dans la configuration économique, il n'y a pas de volant multifonction, pas de climatisation, pas de Bluetooth, et en gros pas de MP3, volant standard d'une berline 5 portes, comme un bus grand et mince, qui en quelque sorte ne correspond pas à l'image de BMW Business Standard, même avec l'égaliseur complètement tourné haut, donne un son qui, à vrai dire, ne correspond pas à la classe premium. Dans le même temps, les propriétaires admettent qu'il n'y a aucune plainte concernant la qualité de... Mais ils n'aiment franchement pas la capacité de la partie arrière de l'habitacle. Dans le cas des géants au siège avant, il y a peu d'espace pour les passagers à l'arrière. Entrer à l'arrière d'une voiture demande du soin et de la précision, c'est loin des portes d'un SUV. S'asseoir sur les sièges avant est normal en raison des larges portes avant, mais inhabituel, car cela ressemble à un atterrissage avec votre 5e point au niveau de l'asphalte. La première chose que vous rencontrez en montant dans la voiture est la pensée que vous aurez besoin de faire du yoga. Asseyez-vous. Ce n'est pas si facile de monter dans une voiture. Il n'y a, pourrait-on dire, pas de place sur la banquette arrière. Par conséquent, je ne vois pas l'intérêt des portes arrière sur cette voiture. Il y a très peu d'espace à l'arrière, tout simplement trop. La voiture est pour 2, elle devient un peu exiguë pour 3. Il n'y a pratiquement pas de place pour les passagers arrière. Quand 2 personnes sont confortablement assises à l'avant, personne ne s'assoira à l'arrière. C'est dur pour les passagers. En général, ce n'est pas mortel lorsque les enfants sont petits. Mais ensuite, c'est difficile. Ainsi, d'après les critiques, la BMW Série 1 peut être considérée comme une voiture avec une disposition des sièges 2+2. Un énorme tunnel de transmission empêche le 3e passager de s'asseoir. Quant aux coffres, les propriétaires de différentes carrosseries les évaluent différemment. Certains propriétaires de voitures à ayons disent que le coffre peut contenir une poussette d'hiver, 3 grands sacs de sport et quelques autres petites choses. Au cas où quelque chose dont vous avez besoin ne rentre pas, il n'est pas fixé. Dans le coffre, j'ai mis un sac d'été pliable. Poussette épaisse plus. Elle peut encore contenir 2 à 3 sacs de course, et ainsi de suite. Quelques petites choses. D'autres se sont exprimées dans le style de « Nous en avons assez ».
Si les sièges ne sont pas rabattus, le coffre est petit. Mais par exemple, je n'en ai pas besoin de plus. Emballer de la nourriture pour un mois dans un hypermarché convient. Et cela représente environ 8 bouteilles d'eau de 5 litres, quelques paquets de papier toilette de 10 rouleaux, et 4 à 5 grands sacs d'épicerie. Pour faire simple, c'est un gros chariot avec un toboggan. Mais si les sièges arrière sont rabattus, alors tout change assez radicalement. Grâce à la carrosserie à haillons et au canapé arrière rabattable, j'ai transporté les portes et le réfrigérateur dans la voiture. Si vous rabattez les deux sièges arrière, vous pouvez poser le réfrigérateur et transporter-le jusqu'à la Dacia. La banquette arrière se rabat et le tour est joué. Moins un vélo avec la dépose de la roue avant et parfois deux à l'intérieur. Mais les propriétaires de cabriolets se plaignent que le coffre ne sert qu'à mettre quelque chose de nécessaire, par exemple un caisson de basse. Et si vous y jetez une roue de secours en hiver, il n'y aura plus de place pour quoi que ce soit. Tout cela conduit au fait que les propriétaires sont très sceptiques quant à la perspective de déplacement longue distance dans cette voiture. Pour la vie de tous les jours et les petits déplacements dans la nature, c'est ça. Mais si vous partez en voyage, vous devriez chercher une voiture plus spacieuse. Pour les longues distances, pas de problème. Si vous voyagez à deux au maximum. Mais j'ai aussi acheté cette voiture pour moi, comme poussette égoïste. L'intérieur est confortable, mais seulement pour deux. Une malle pour la ville, pas pour les déménagements ou les longs voyages. En conséquence, le volume insuffisant de l'habitacle et du coffre devient le motif de la vente. La voiture a déjà été vendue, à mon grand regret. La raison en est que la famille s'est agrandie et que nous ne sommes plus en mesure d'accueillir tout le monde. J'ai dû vendre la voiture lorsque l'enfant est apparu et la nécessité de transporter une poussette, et pas seulement. Je ne voudrais pas, je l'aurais vendue pour n'importe quoi sans la naissance de l'enfant. Capacité. C'est probablement l'inconvénient le plus important, à cause duquel j'ai décidé de changer de voiture après l'avoir conduite pendant seulement 4 mois. Quand je l'ai pris, j'ai pensé que c'était suffisant, mais ça s'est passé différemment. Amour numéro 4. Ergonomie, confort et isolation phonique. En général, les propriétaires louent la commodité et l'ergonomie du poste de conduite. Tout est pratique et bien pensé, le panneau de commande est légèrement tourné vers le conducteur, les plages de réglage, comme tout allemand, sont énormes, le siège conducteur est réglable en hauteur, en ville, vous pouvez vous asseoir plus haut et contrôler les dimensions, ou vous pouvez tomber en bas et couler le long de l'autoroute. Naturellement, sur toute question liée à la commodité, par définition, il ne peut y avoir une unanimité complète. Par exemple, beaucoup notent que l'accès à la cabine n'est pas des plus pratiques, ce que nous avons déjà évoqué. Le processus d'embarquement et de débarquement du conducteur est très gênant, et je ne parle même pas des passagers. Vous tombez, et tombez, littéralement de la voiture, ce qui, compte tenu de ma taille de 195 cm, a l'air quelque peu comique. L'inconvénient du réglage même de la hauteur du siège est évoqué à plusieurs reprises. Vous soulevez la poignée et sautez pour faire baisser le siège. De toute évidence, c'est l'original qui a proposé cela. L'indicateur du capteur de pluie n'est pas visible derrière le volant. Le boîtier de commande des vitres électriques sur la porte conducteur est situé de telle manière qu'il faut plier très fortement la main pour l'utiliser, même si tout le monde n'est pas d'accord avec cette affirmation. Certains auteurs de la revue considèrent la position assise sportive et inclinable comme un avantage, tandis que d'autres la considèrent comme un inconvénient. Par exemple, dans n'importe quelle voiture dotée d'une position assise basse et semi-allongée, mon bas du dos commence à me faire mal au bout d'une heure ou d'une heure et demie, et je peux passer toute la journée à conduire des SUV avec leur conducteur sur poutre. Position assise sans pause. Il n'y a pas d'unanimité dans l'appréciation des sièges, d'autant plus que les différentes versions étaient équipées de chaises assez différentes. Mais même les propriétaires de carrosseries identiques parlent des sièges de manière très différente. Certains écrivent que la voiture n'est pas très adaptée aux longues distances, et principalement à cause des sièges pas très confortables, disent-ils. S'asseoir au volant pendant 2 heures ne sera pas difficile, mais un voyage plus long vous obligera plus d'une fois à prendre sortez et étirer votre dos. Les sièges sont très durs. En ville, tout va bien, mais cela ne durera pas longtemps. D'autres, au contraire, parlent avec enthousiasme du fait que dans les sièges d'un sou, on peut avaler 100 km après les autres. J'ai apprécié les sièges, forme standard, sellerie bicolore en option, sur un long voyage. Pas une once de fatigue. J'ai dû conduire jusqu'en Crimée, près de 8000 km sur des routes défoncées. Des sièges excellents et confortables, rien n'a fait mal, rien n'est engourdi. Enfin, presque tous les auteurs de la revue évaluent positivement l'isolation phonique. Dans le pire des cas, ils constatent que le niveau sonore dans l'habitacle est légèrement plus élevé que dans les anciens modèles de la marque, mais en tout cas inférieur à celui des habitacles des camarades de classe. À des vitesses supérieures à 120 km/h, vous pouvez parler normalement ou écouter de la musique sans augmenter le niveau sonore. Isolation phonique en 4 points sur 5. Vous pouvez entendre des flux d'air précipités provenant de diverses parties du corps, mais cela ne provoque pas beaucoup d'inconfort. Mais dans l'écrasante majorité des revues, les auteurs estiment que l'isolation phonique est excellente et n'inclut pas l'installation de bruit supplémentaire dans la liste des coûts nécessaires.
Des tests numéro 3. Rigidité des suspensions, problèmes hivernaux et suburbains. Les propriétaires expriment beaucoup de points négatifs à propos de la suspension de leur voiture. La gamme de notes va de « la suspension est encore un peu rigide et les nids de poules sont parfois assez visibles » à « la suspension est juste du chêne, comme si vous conduisiez avec une crampe ». Dans tous les cas, cela gâche l'impression générale de la voiture. La voiture est faite pour les bonnes routes, dont la péninsule de Crimée ne peut pas se vanter. C'est pourquoi, lors de la prise d'assaut des destinations locales, je ne me suis pas toujours défoncé. La voiture, bien sûr c'est plus urbain, pour des routes lisses. Sur l'autoroute Toula-Moscou, la route semble avoir été construite après un bombardement, on sent tous les nids de poules. Et même une suspension en parfait état de marche a tendance à trembler désagréablement sur les bosses. En revanche, les auteurs de revues trouvent des aspects positifs à cette rigidité. D'une part, ils se rendent compte que la rigidité est le prix à payer pour la manipulation, mais nous en reparlerons plus tard. Et deuxièmement, les propriétaires sont consolés par le fait que les passagers tremblent sur l'autoroute, mais non pas le mal des transports. Un autre problème est lié à la garde au sol. Pour la plupart des niveaux de finition, il est de 140 à 147 mm, et pour le puissant 135i, il est même de 132 ou même de 121 mm. Voici les auteurs des critiques qui écrivent que le dégagement ne permet pas une conduite complète en dehors de la ville, qu'il est impossible de heurter le trottoir et qu'il faut sortir de l'asphalte avec une grande prudence. Vous pouvez entrer dans le forêt et pêcher avec, mais il vaut mieux le laisser sur l'asphalte, puis à pied. Mais les plus gros problèmes attendent les propriétaires d'une voiture en hiver. Une faible garde au sol associée à la propulsion arrière se transforme en un mélange explosif, surtout si le conducteur n'est pas le conducteur le plus expérimenté. En un peu plus d'un an, je me suis retrouvé coincé 3 fois. Il est traité avec une pelle en fer, qui se trouve dans le coffre au cas où il faudrait non seulement creuser, mais aussi briser la glace. Je me retrouve littéralement coincé à l'improviste. En 2 semaines, la voiture a été poussée 20 fois. Il s'assoit sur son ventre là où vont les mères avec des poussettes. De plus, mon mari se retrouve également coincé. Son expérience est bien plus grande que la mienne. L'hiver est bien sûr un enfer en termes de rester coincé même dans les petites congères du parking, même en cours de nettoyage. Cependant, dans de nombreuses critiques, les auteurs écrivent que tout n'est pas si effrayant, qu'ils ne sont jamais restés coincés, même s'ils n'ont vraiment grimpé nulle part. Qu'il n'est tout simplement pas nécessaire de reculer dans une congère avec la propulsion arrière pour ne pas rester coincé. La spécificité de la propulsion arrière y contribue également. Avant les virages, je freine presque jusqu'à l'arrêt complet et je roule littéralement jusqu'à un maximum de 20 km/h. Je n'ai même pas envie d'écrire sur le mouvement circulaire. Mais démarrer une colline sur le porridge est une attraction avec l'arrière de la voiture marchant dans toutes les directions. Sur la glace, une voiture chaussée de pneus neufs à crampons Michelin est tout simplement sans défense. L'arrière dérape beaucoup, si vous restez coincé sur la glace, c'est tout. Naturellement, il faut s'habituer à la propulsion arrière. Lorsque vous déplacez l'accélérateur, l'arrière peut littéralement dépasser l'avant, mais dès que j'ai appris à conduire en pull, le problème a disparu. Je dirais ceci. La voiture n'a pas peur de la neige, elle n'a pas non plus peur de la glace, mais elle n'aime pas la neige fondante, et elle peut même essayer de déraper. Cependant, si le conducteur est compétent et que la voiture est chaussée de pneus hiver de haute qualité, la propulsion arrière passe d'un problème à une source de joie. Tout le monde avait peur en hiver, mais même une sorte de frisson venait de Hill. En cas de dérapage, les systèmes fonctionnent très bien, la voiture se met à niveau. Les systèmes fonctionnent si clairement que vous ne vous souvenez de la propulsion que lorsque, par habitude, sur une route glissante, vous commencez à accélérer dans un virage, et le pictogramme s'allume. En hiver, bien sûr, il y a des inconvénients à laisser la neige poudreuse, mais si vous sortez, alors vous êtes le roi des routes. La propulsion en hiver procure beaucoup d'émotions. Conduire en hiver est tout simplement un miracle. On aborde un virage à une vitesse décente, dans la limite du raisonnable bien sûr, on tourne le volant, et dès que la voiture démarre pour déraper, le système de stabilisation intervient. Et comme si quelqu'un faisait tourner la voiture pour vous dans la direction où vous alliez aller. Sur une BMW, l'essentiel est de bouger, je parle de la neige et des congères, il est presque impossible de la faire sortir de la trajectoire. Néanmoins, dans un certain nombre de critiques, les propriétaires écrivent qu'il est préférable de ne pas conduire une BMW série 1 sur l'autoroute en hiver, car les blagues sur la propulsion arrière sont pleines de dangers dans nos conditions extrêmes. Dans les rues hivernales des grandes villes, tout va bien, mais il vaut mieux entrer le moins possible dans les cours. Et si vous devez quand même passer, préparez un câble de remorquage. Mais les particularités de la conduite d'une voiture à propulsion arrière dans des conditions routières difficiles et la tendance d'une seule voiture à s'asseoir sur le ventre même dans la neige la plus profonde ne sont pas tous les problèmes hivernaux auxquels sont confrontés les propriétaires de ces voitures. Dans au moins plusieurs revues, les auteurs se plaignent du fait qu'à des températures inférieures à moins 35 degrés, les moteurs de 1,6 litres peuvent refuser de démarrer et les transmissions automatiques peuvent passer en mode d'urgence. Deuxièmement, les propriétaires se plaignent en masse de la consommation monstrueusement rapide de liquide lave-glace. Selon eux,
Même un réservoir plein de 6 litres ne suffit que pour parcourir 50 à 60 km. La raison réside dans les lave-phares, qui évacuent littéralement le liquide lave-glace. Il est difficile de les éteindre paisiblement, vous ne pourrez pas non plus récupérer le fusible. Il n'y en a qu'un pour tout le système de lave-glace, y compris les essuie-glaces. Il existe 2 options pour résoudre le problème. La première consiste à se rendre dans un centre de service et à couper l'alimentation des moteurs. La seconde consiste à éteindre les phares avant chaque pulvérisation du verre. Dans ce cas, les lave-phares ne fonctionnent pas et le liquide dure une semaine, voire plus. Dans le même temps, le désir d'éteindre les phares et d'économiser du liquide lave-glace entre en conflit avec le désir de voir au moins quelque chose la nuit. Les propriétaires se plaignent que les phares sont très faibles, du moins dans le cas des sources halogènes, et les phares se salissent très vite. La nuit, conduire sur une route non éclairée en l'absence d'autres voitures est assez effrayant. Un autre facteur qui nuit à la visibilité est le mode de chauffage intelligent des rétroviseurs latéraux, qui allume et éteint indépendamment le chauffage à une certaine température extérieure. C'est un euphémisme, ce n'est pas la solution la plus pratique, écrivent les propriétaires. En effet, s'il ne fait pas assez froid dehors et qu'il pleut, vous ne pourrez pas forcer le chauffage. Il n'y a pas de bouton séparé. Quand les miroirs sont tous couverts de gouttes, il faut sortir et les essuyer avec une serviette. Mais des problèmes encore plus graves peuvent être causés par les vitres sans cadre des portes à 2 portes, qui ont la désagréable habitude de geler jusqu'au joint. Les portes sont sans cadre, et chaque fois que vous ouvrez la vitre, elle s'abaisse d'un demi-centimètre. Alors, dans le froid, parfois ils n'ont pas envie de remonter, la porte ne claque pas et la voiture ne se réveille pas avec le système d'alarme. En hiver, la vitre de la porte droite collait l'élastique à cause du gel. Et voici cette particularité. Quand on ouvre la porte, la vitre descend, on la ferme. Elle revient et s'insère dans la rainure de la carrosserie. J'ai donc ouvert la porte, mais la vitre n'est pas descendue, et elle a refusé de descendre à l'avenir, même après décongélation. Le centre de service a dit de changer tout l'ensemble du lève-vitre. En général, la recommandation ne conduisez pas en hiver. Cela ne sert à rien de le tourmenter. Ne semble pas si exagéré. Amour numéro 3. Kopeka, en ville. Les auteurs de nombreux tests notent que la BMW série 1 est avant tout une citadine, et que c'est en ville que son potentiel se révèle pleinement. C'est particulièrement vrai pour le modèle 116i, avec son moteur atmosphérique de 116 chevaux. La Kopeka est une voiture 100% citadine. Ne répétez pas nos erreurs, n'essayez pas de le conduire à la mer ou à la montagne, écrit l'un des propriétaires dans une critique. L'absence de roue de secours, l'éventuelle absence de régulateur de vitesse, le manque de dynamique pour les dépassements difficiles, tels sont les défauts qui peuvent gâcher tout le voyage. Pour moi, par exemple, c'était un problème de garder le pied sur la pédale pendant les 5000 km de notre voyage. Mais en ville, il n'y a pas de question sur la voiture, ni en termes de dimension ni de dynamique, note l'auteur de cette revue. D'autres sont prêts à soutenir son point de vue, à propos du moteur de 116 chevaux. Je peux dire ceci, oui, ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas suffisant pour les départs au feu tricolore. C'est suffisant pour rouler vite en ville et je ne me sens pas inférieur. Pour la ville, c'est assez pour les yeux, si vous n'êtes pas fan de conduire à 200+. Mais pour cela, vous devez regarder les 3 versions litres. Le petit moteur est vraiment faible pour une conduite agressive, mais tout à fait suffisant pour dominer le trafic urbain grâce à la contrôlabilité du châssis. En milieu urbain, la compacité de l'unité a également un effet positif. Petite taille. C'est pratique pour se garer et faire des réaménagements. Je travaille dans le centre de Moscou, donc la principale exigence pour la voiture était de petite taille. La voiture remplit parfaitement sa tâche, se gare facilement dans un espace minuscule, se faufile même dans les ruelles étroites. Il est facile de trouver une place de parking. C'est pratique pour se garer ou se frayer un chemin dans le centre-ville. La maniabilité à son meilleur. Bref, ceux qui écrivent que la BMW série 1 est une voiture idéale pour la ville, et ils sont nombreux, ont toutes les raisons de le faire. Des tests numéro 2, les maladies congénitales. En fait, la BMW série 1 est une voiture assez complexe et très exigeante, ce qui signifie qu'elle présente de nombreux problèmes caractéristiques. Nous avons consacré du matériel détaillé aux problèmes associés au moteur et aux boîtes de vitesse. Tout y est dit, sur les joints de tige de soupape et les chaînes de distribution étirées. Ici, nous ajouterons simplement un exemple particulier du coût d'une chaîne diesel N47D 20A étirée et non remplacée. La combinaison de tous les facteurs a conduit à la destruction du bloc cylindre. Un nouveau a été acheté avec des pistons 125-485 RUB pour l'original, nouveaux arbres d'équilibrage, 2 astérisques 4621 égale 9242 roubles pour l'original, et engrenage de transmission 4849 roubles pour l'original. Ce bloc mis à jour est équipé d'arbres d'équilibrage plus légers du moteur N47D20C, du Penny, F20, du Frey X1, etc., qui produit 184 chevaux. Plus un emballage supplémentaire, 3000 roubles. Total,
142 576 roubles. Plus toutes sortes de petites choses pour 57 617 roubles. Et travailler conformément aux normes en vigueur, pour la réparation et l'entretien des véhicules BMW Kiria. Dans le même temps, tous les propriétaires ne rencontrent pas des dysfonctionnements du moteur, mais des problèmes liés à la boîte de vitesse de l'essieu arrière sont possibles dans de nombreuses puissantes 120D et 130i. Je frémis à chaque fois que je me souviens du composant cliniquement peu fiable de cette voiture, la boîte de vitesse de l'essieu arrière. En quelques années de possession de la voiture, je l'ai remplacée 3 fois, les réparations aident dans de rares cas, elle doit être changée plus souvent. La dernière fois que j'ai cherché 2 semaines, je ne le trouve pas vivant au démontage. Un neuf coûte autant qu'un quart d'une voiture. Il y a eu un problème de bourdonnement à l'arrière de la voiture. J'ai surfé sur les forums. J'ai découvert que ce problème est répandu. La boîte de vitesse de l'essieu arrière bourdonne. Mais voici l'électricité. Les problèmes électriques sont mentionnés, sinon dans la première, du moins dans une revue sur 2. Les défauts les plus souvent évoqués sont liés à la batterie située dans le coffre et au circuit d'alimentation principal. Les disjoncteurs d'urgence sur la borne positive de la batterie tombent en panne, et leur remplacement coûte environ 8 800 à 9 000 roubles. Surtout, les propriétaires sont surpris et agacés par les solutions de conception. Le câble d'alimentation principal passe par un goujon sous le fond, jusqu'à la rue, ce qui provoque de la corrosion et de la destruction, et un incendie peut se produire. Il serait intéressant de savoir sur quoi repose cette décision. Une telle plaie comme l'oxydation de ce fil au point de connexion à la boîte est présente dans tous les 1 et 3. Les moteurs de chauffage mal placés grillent régulièrement lorsque de l'humidité y pénètre, les démarreurs tombent en panne. Et en général, les propriétaires irrités écrivent « L'électricité, c'est quelque chose ». Les lumières sont allumées en cercle, l'huile est vérifiée uniquement via le panneau de commande, et en cas de dysfonctionnement du capteur, il est impossible de savoir s'il reste de l'huile. Pendant la conduite, tous les voyants du tableau de bord se sont allumés immédiatement, les aiguilles du compteur de vitesse et du compte-tours ont commencé à sauter de manière aléatoire, et la voiture a demandé d'urgence à une station-service. Il s'est avéré que le capteur responsable du fonctionnement de l'ordinateur est mort à cause de l'humidité. La voiture a été restituée avec les mots « Pas besoin de renverser de liquide dans le coffre ». La tension sur le cerveau et le tableau de bord a complètement disparu. La voiture était laissée dans la cour en hiver avec la fenêtre ouverte. La raison en est un fil cassé sous la garniture de porte. On ne sait pas pourquoi le fil a grillé. La raison pour laquelle le fil a grillé et non le fusible est également inconnue. Le travail a coûté 2 000 $ et les diagnostics 10 000 $, et ils ont travaillé à plein temps. Et ce qui est offensant, c'est que tout problème électrique mineur peut conduire à devoir se rendre dans un centre de service et réfléchir le cerveau. Après l'avoir allumé, avec les fils d'une autre voiture, le module responsable de l'électricité est venu en haut. Je suis venu chez le concessionnaire, ils ont annoncé 22 000 pour un nouveau module et 6 000 pour des travaux. Mais je ne suis pas un major, donc je peux payer toutes sortes d'escrocs. Il s'est avéré qu'il suffit de le reflasher, et ce plaisir en vaut la peine. Vous n'y croirez pas. 3 000 roubles et 2 heures de service. Juste un petit peu, et vous devez faire le firmware. La semaine dernière, un gars intelligent du centre de service a retiré la batterie, quelque chose s'est collé dessus et la voiture n'a pas démarré. J'ai dû faire une mise à jour du firmware. 7 000 roubles. Quand toute son électricité est coupée, cela signifie qu'elle doit se rendre au firmware, sans phare ni poêle. Dans le coffre, il y a toujours un feu clignotant sur une batterie d'Alic pour 100 roubles. Mettez-le à l'arrière en cas de panne de courant. Il existe d'autres dysfonctionnements mineurs, mais non moins désagréables. L'évacuation se bouche souvent, ce qui peut provoquer une flaque d'eau sous les tapis de l'habitacle. Les canalisations de climatisation pourrissent. Le loquet du capot s'oxyde et se bloque. Mais ce sont des choses vraiment mineures. Amour numéro 2. Fiabilité, consommation modérée et entretien relativement peu coûteux. Après toutes les horreurs racontées, il peut sembler que dans les critiques, les auteurs maudiront leur seau de noix déchiré, qui n'a reçu que par malentendu la plaque signalétique et le fier nom de BMW. Rien de tel. Dans de nombreuses critiques, leurs auteurs écrivent « La voiture est fiable, avec un service de haute qualité uniquement des consommables. » Si vous avez besoin d'une voiture pour voyager, y compris monter et conduire sans réfléchir, alors c'est votre fidèle ami pour de nombreuses années sans maux de tête. Testé par l'expérience d'exploitation, j'ai acheté une voiture de 7 ans en 2018-2011. Durant son exploitation, cette beauté n'a posé aucun problème. Bien entendu, tout cela ne signifie pas que les unités ne se cassent pas. Ils tombent en panne, quoi qu'il en soit. Mais la plupart des propriétaires estiment les coûts des réparations de routine et la fréquence de leurs besoins comme tout à fait acceptables. Même certaines pièces de rechange d'origine ne sont pas si chères, mais il existe tout simplement de nombreuses pièces non originales. Certes, les montants indiqués dans les avis des propriétaires ne peuvent pas être considérés aujourd'hui comme des données actuelles.
car de nombreuses années se sont écoulées depuis la rédaction de certains d'entre eux. Néanmoins, vous pouvez lire avec un peu de nostalgie, par exemple, ceci. 1 litre d'huile indigène coûte 500 roubles. Les filtres, 300 roubles. L'huile de salon, 1000 roubles. Les bougies, 150 roubles. Pièces, lambda 3500 roubles. Moteur de levage, 5000 roubles. Plaquette avant, 2500 roubles. Arrière, 1500. Capteur 200 chacun. En général, il est tolérable si vous n'achetez pas de boîte avec l'inscription MWMTL. Mais utilisez un de haute qualité non original. Le propriétaire de toute vieille voiture devra tôt ou tard faire face à la nécessité d'intervenir dans la suspension. Unit ne fait pas exception, mais le travail de remise en ordre de la suspension ne mettra pas le propriétaire en faillite, surtout si vous utilisez des pièces détachées non d'origine de haute qualité. J'ai été agréablement surpris par le coût des pièces détachées et le fonctionnement assez simple nature de la suspension. Levier de 1,5 à 4000, et pour 2000, vous pouvez acheter un Lemforder, un emballeur original, ajusté pour la date de rédaction de la critique NDLR, des jambes de force stabilisatrices, jusqu'à 1000, des bagues, 500 roubles. Et ainsi de suite. Tous les travaux non électriques peuvent être effectués en toute sécurité par des non-fonctionnaires, la machine n'est pas si compliquée. En ce qui concerne la maintenance, aucun des auteurs de la revue n'a écrit que la maintenance ne coûte presque rien, mais le coût de la maintenance est également rarement considéré comme un inconvénient majeur. Fondamentalement, les propriétaires écrivent que le service est abordable et ne porte pas un coût catastrophique au portefeuille. Le coût du service est comparable à celui de n'importe quelle voiture européenne. Pas bon marché, mais pas très cher non plus. Ne vous dérange pas avec le service. Cela est disponible. Les consommables, même originaux, sont également abordables. Le coût de possession est au niveau des camarades de classe, et non premium. D'ailleurs, le sujet des intervalles n'a pas été évoqué par hasard. Le fait est que l'ordinateur de bord écrit lui-même quand certains consommables doivent être changés, ce qui permet de faire appel à un centre de service en cas de besoin et d'effectuer l'entretien courant, pour ainsi dire, en plusieurs fois pitili. En conséquence, les chiffres des coûts d'entretien cités par les propriétaires ne sont pas étonnants. 7 000, 10 000, 12 000 roubles. En ce qui concerne la consommation, la situation semble ici un peu plus compliquée. Premièrement, il existe une large gamme de moteurs dont la puissance varie considérablement. Force est de constater qu'une voiture de 300 chevaux ne peut pas avoir le même appétit qu'un modeste Renabout de 115 chevaux. Dans le même temps, la consommation assez élevée des 3 litres 135i et 125i ne dérange pas du tout les propriétaires, puisqu'ils savaient ce qu'ils achetaient, et considèrent la consommation comme un paiement adéquat pour la dynamique des ouragans. La bête mange de l'essence en dessau, au moins 10 litres sur l'autoroute, au moins 14 litres en ville, et encore si vous vous sentez malade. Mais impossible de se sentir malade! Le résultat est prévisible. 18 à 20 litres au 100 km. Mais d'un autre côté, je ne regrette jamais cette consommation. S'il y avait un réservoir plus grand, mais c'est comme ça, 55 litres, écrit le propriétaire de la 135i de 306 chevaux. La consommation en ville est de 10 à 12 L 100 km. Si vous ne conduisez pas, mais vous conduirez, à cause du son du 6 cylindres en ligne de 3 litres et de la dynamique, 6-6,2 secondes jusqu'à des centaines. Fait écho au propriétaire d'une 125i de 218 chevaux. En moyenne, la consommation ressemble à ceci. Ville, en mode moyen, 12 à 13 L 100 km. En conduite active, 15 à 16 L 100 km. Mais si vous conduisez sur autoroute avec le régulateur de vitesse, vous pouvez garder dans les 8 L 100 km. Naturellement, à l'autre extrême en matière d'efficacité se trouvent les diesels 120D. Les propriétaires estiment la consommation à 5,5 litres 100 km sur autoroute et à 6 à 7 L 100 km en ville avec la climatisation en marche. Mais la plus grande controverse s'observe parmi la grande cohorte de propriétaires de 116 TIS. Les chiffres et les estimations diffèrent. Dans certaines critiques, vous pouvez lire que, en conduite silencieuse en cycle mixte, il s'agit d'environ 10,5 litres. Mais cela vaut la peine de rouler un peu en ville, et 17 litres, c'est comme tout droit sorti de la brousse. Si vous démarrez tout le temps au feu tricolore, alors vous pouvez obtenir 25 litres. Dans d'autres, une consommation supérieure à 7,8 litres 100 km n'est pas possible même avec une conduite dynamique. L'évaluation la plus équilibrée peut peut-être être considérée comme celle-ci. La consommation de carburant est de 7 à 8 L/100 km sur autoroute et de 10 à 12 en ville. Un char en ville suffit pour 400 à 450 km sur autoroute, pour 550 à 600 km. Des tests numéro 1, run flat et pas de roue de secours. Comme vous le savez, au lieu d'une roue de secours, une batterie et un bidon de produits d'étanchéité se trouvent dans le coffre d'une BMW série 1 en raison de l'utilisation de pneus run flat. De tels pneus ont un flanc particulièrement résistant et un large talon avec renfort supplémentaire. En cas de crevaison, le pneu ne permet pas au pneu de s'affaisser sous le poids de la voiture et le maintient en mouvement,
vous permettant d'accéder aux pneus. Magasin même en cas de dommages graves. Il faut dire que l'attitude des propriétaires russes face à cette innovation est plus qu'ambiguë. Premièrement, ils n'aiment pas la rigidité de ces pneus qui, combinée à la rigidité de la suspension elle-même, transforme la voiture en un secoueur d'os. Ce qu'ils n'aiment pas. Les pneus durs run flat. Tout d'abord, c'est une course vraiment difficile. Deuxièmement, à mon avis, une certaine adhérence sur la route n'est pas très bonne. Terrible roulage à plat. Si j'avais su ce qu'était un roulage à plat avant d'acheter une BMW, je l'aurais évité comme le feu. Chaque bosse, ornière, pierre, jointure de pont, tout est ressenti, et très fortement. D'autres, reconnaissant la rigidité en tant que telle, estiment qu'il s'agit d'un prix acceptable pour la tenue de route. Hier, j'ai installé des roues d'été, la R17 Run Flat est juste en bois, j'ai perdu l'habitude d'utiliser des pneus hiver. Il y a bien sûr des avantages. Les crevaisons ne font pas peur, une excellente maniabilité, mais costaud. Que pouvons-nous faire? J'ai conduit Run Flat pendant la moitié de l'été. C'est difficile, mais la direction est incroyable, puis j'ai acheté une Bridgestone ordinaire. J'avais l'impression que la voiture avait été remplacée, qu'elle était devenue un raté, qu'elle avait perdu son aspect d'antan. Je conduisais et je pleurais. Mais il y a maintenant du confort en ville, maintenant je peux me rendre à la maison sur une route difficile sans aucun problème, et je ne ressens plus de petites bosses dans mes fesses. Mais beaucoup de gens sont déconcertés par l'idée même de conduire dans les directions russes, sans roue de secours. J'apprécie bien sûr qu'ils aient inclus un pot pour réparer les pneus, qu'on ne peut pas utiliser correctement en hiver ou la nuit. L'autoroute, mais ce n'est pas de cela dont nous parlons maintenant. Que faire en cas de coupure? S'il y a un très gros trou dans la roue, il n'y a même pas de roue de secours. Run flat, et si vous allez dans l'arrière-pays, vous devez soit emporter une roue de secours avec vous, soit compter sur la chance. Si sans chance, mais avec une roue de secours, alors le coffre est réduit de moitié. Le problème, le gros inconvénient est l'absence de roue de secours. J'ai attrapé un clou dans le flanc du viaduc Kutuzovskaya, et j'ai commencé à rouler d'avant en arrière avec la roue. Amour numéro 1, fan et conduite. Plaisir et conduite, conduite et plaisir, plaisir de conduire sans fin. C'est ce dont parlent les auteurs de la grande majorité des critiques. Bien sûr, tout le monde n'est pas ravi de la dynamique du 1, même avec des moteurs moyens d'une puissance de 136-156 chevaux. La conduite est médiocre. Je comprends à quoi m'attendre de 136 chevaux avec une boîte automatique, mais toujours. Après 140, il n'y a pas de dynamique. C'est difficile d'arriver à 210 au compteur. 2 litres et 156 chevaux. Pour une voiture pesant près de 1,4 tonnes. Ce n'est ni grand ni petit, mais tout à fait suffisant pour se déplacer en toute confiance dans la circulation urbaine et sur autoroute. Je ne peux pas dire que le Kopec tire une balle depuis son emplacement. Ce sont les propriétaires des quelques 135i qui peuvent écrire. Il y a une bête qui vit sous le capot. Sanglier. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, il renifle, crache, puis fait monter le compteur de vitesse de manière à ce que, lorsque vous changez de voiture, par habitude, lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, vous appuyez sur votre menton. La dynamique du 116i est naturellement beaucoup plus modeste. Les propriétaires de telles voitures peuvent bien sûr écrire que la dynamique a agréablement surpris, mais ils préciseront ensuite certainement que ce n'est qu'au début. Ils noteront plutôt que sur autoroute, la voiture plaît par le fonctionnement discret et fluide de la transmission automatique, que la transmission automatique s'adapte au style de conduite, que dans les cas extrêmes, il existe des modes manuels et sport, et que si vous utilisez ce dernier lors d'un dépassement sur autoroute, les réglages électroniques ajoutent avec succès l'agilité du moteur 1,6 litres. Mais même des capacités dynamiques modestes n'empêchent pas de vivre de véritables émotions de conduite. J'ai parcouru 400 km sur une route de campagne, pas une seule voiture ne m'a dépassé, pas une seule Jeep ne m'a battu. Si ce n'est pas un twist, alors votre pantalon est plein d'émotions. Et voici comment l'un des propriétaires décrit son premier voyage dans sa nouvelle unité. La route est en mauvais état, l'asphalte est en train d'être changé, il y a quelques trappes qui dépassent comme d'habitude, dispersées de manière chaotique le long de la chaussée. Vitesse 40 à 60. Première réflexion, je ne ferai pas le tour de tout. Volant à gauche et à droite. Oups, j'ai tout contourné. Volant d'une propreté irréaliste, respect d'une précision irréaliste, à la trajectoire choisie. Ventilateur. Oui, tout est question de contrôlabilité. Gérabilité. BMW-ish. J'étais étonné, je pensais que Kopec n'était pas sérieux. Mais ce n'est pas le cas. Ici tout est adulte. La tenue de route est plutôt excitante, on prend les virages et on sent que tout est sous contrôle. Plus vous conduisez, moins vous avez envie de sortir de la voiture. Sentez-vous comme un conquérant audacieux des routes de ville et de campagne. Que de l'adrénaline, du plaisir et de l'envie d'y aller.
La tenue de route en été est idéale, je n'ai pas peur de ce mot. Une voiture qui évite les accidents. Direction très précise, réponse instantanée de la transmission automatique et du moteur, ainsi que des systèmes ABS et ESP aux souhaits de chaque conducteur. En fait, même l'hiver, la période de l'année où la BMW Série 1 ne se sent pas trop à l'aise, peut aussi apporter de la joie. En hiver, vous avez de plus en plus souvent envie de conduire de côté, et un tel désir s'éveille tout seul en vous, et s'il neige, éteignez le système de contrôle et dérivez. Mais beaucoup de gens sont déconcertés par l'idée même de conduire dans les directions russes, sans roue de secours. J'apprécie bien sûr qu'ils aient inclus un pot pour réparer les pneus, qu'on ne peut pas utiliser correctement en hiver ou la nuit. L'autoroute, mais ce n'est pas de cela dont nous parlons maintenant. Que faire en cas de coupure? S'il y a un très gros trou dans la roue, il n'y a même pas de roue de secours. Run flat, et si vous allez dans l'arrière-pays, vous devez soit emporter une roue de secours avec vous, soit compter sur la chance. Si sans chance, mais avec une roue de secours, alors le coffre est réduit de moitié. Le problème, le gros inconvénient est l'absence de roue de secours. J'ai attrapé un clou dans le flanc du viaduc Kutuzovskaya, et j'ai commencé à rouler d'avant en arrière avec la roue. Amour numéro 1, fan et conduite. Plaisir et conduite, conduite et plaisir, plaisir de conduire sans fin. C'est ce dont parlent les auteurs de la grande majorité des critiques. Bien sûr, tout le monde n'est pas ravi de la dynamique du 1, même avec des moteurs moyens d'une puissance de 136-156 chevaux. La conduite est médiocre. Je comprends à quoi m'attendre de 136 chevaux avec une boîte automatique, mais toujours. Après 140, il n'y a pas de dynamique. C'est difficile d'arriver à 210 au compteur. 2 litres et 156 chevaux. Pour une voiture pesant près de 1,4 tonnes, ce n'est ni grand ni petit, mais tout à fait suffisant pour se déplacer en toute confiance dans la circulation urbaine et sur autoroute. Je ne peux pas dire que le Copec tire une balle depuis son emplacement. Ce sont les propriétaires des quelques 135i qui peuvent écrire. Il y a une bête qui vit sous le capot. Sanglier. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, il renifle, crache, puis fait monter le compteur de vitesse de manière à ce que, lorsque vous changez de voiture, par habitude, lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, vous appuyez sur votre menton. La dynamique du 116i est naturellement beaucoup plus modeste. Les propriétaires de telles voitures peuvent bien sûr écrire que la dynamique a agréablement surpris, mais ils préciseront ensuite certainement que ce n'est qu'au début. Ils noteront plutôt que sur autoroute, la voiture plaît par le fonctionnement discret et fluide de la transmission automatique, que la transmission automatique s'adapte au style de conduite, que dans les cas extrêmes, il existe des modes manuels et sport, et que si vous utilisez ce dernier lors d'un dépassement sur autoroute, les réglages électroniques ajoutent avec succès l'agilité du moteur 1,6 litres. Mais même des capacités dynamiques modestes n'empêchent pas de vivre de véritables émotions de conduite. J'ai parcouru 400 km sur une route de campagne, pas une seule voiture ne m'a dépassé, pas une seule Jeep ne m'a battu. Si ce n'est pas un twist, alors votre pantalon est plein d'émotions. Et voici comment l'un des propriétaires décrit son premier voyage dans sa nouvelle unité. La route est en mauvais état, l'asphalte est en train d'être changé, il y a quelques trappes qui dépassent comme d'habitude, dispersées de manière chaotique le long de la chaussée. Vitesse 40 à 60. Première réflexion, je ne ferai pas le tour de tout. Volant à gauche et à droite. Oups, j'ai tout contourné. Volant d'une propreté irréaliste, respect d'une précision irréaliste à la trajectoire choisie. Ventilateur. Oui, tout est question de contrôlabilité. Gérabilité. BMW ISH. J'étais étonné, je pensais que Copec n'était pas sérieux. Mais ce n'est pas le cas. Ici tout est adulte. La tenue de route est plutôt excitante, on prend les virages et on sent que tout est sous contrôle. Plus vous conduisez, moins vous avez envie de sortir de la voiture. Sentez-vous comme un conquérant audacieux des routes de ville et de campagne. Que de l'adrénaline, du plaisir et de l'envie d'y aller. La tenue de route en été est idéale, je n'ai pas peur de ce mot. Une voiture qui évite les accidents. Direction très précise, réponse instantanée de la transmission automatique et du moteur, ainsi que des systèmes ABS et ESP aux souhaits de chaque conducteur. En fait, même l'hiver, la période de l'année où la BMW Série 1 ne se sent pas trop à l'aise, peut aussi apporter de la joie. En hiver, vous avez de plus en plus souvent envie de conduire de côté, et un tel désir s'éveille tout seul en vous, et s'il neige, éteignez le système de contrôle et dérivez. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.